Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Nicolas en a parlé tout à l'heure lors de son mot introductif. Désormais, la régulation est devenue le cœur de la tech et on parle plus de régulation que de technologie. Qui influence l'autre? C'est ce que nous allons essayer de trancher avec cette première table ronde. Et pour débattre avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Tonsen Fian, qui est CEO de l'IAB Europe et qui est avec nous en duplex depuis Bruxelles. Anne Perrault, vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes avec nous. Damien Gérardin, vous êtes avocat associé de Gérardin Partners et vous représentez aussi l'IAB France dans son procès contre Apple. Et Arnaud Ponce, vous êtes avec nous. Vous êtes le directeur du think tank New Deal Foundation. Alors, Damien, je vais commencer avec vous pour une première question. On voit que Apple a supprimé l'IDFA, que les navigateurs web suppriment les cookies tiers, alors qu'en fait, ils n'en ont pas l'obligation légale. Est-ce que ce sont eux les nouveaux régulateurs? Est-ce qu'ils prennent finalement un rôle de régulateur en faisant ça? Tout à fait. Je vous remercie pour cette question. Comme vous le savez, 4 associations françaises, à savoir MMA France, IAB France, la SRI et l'UDECAM, ont saisi l'autorité de la concurrence le 23 octobre de cette année. Notre saisine a 2 volets. Tout d'abord, nous avons demandé à l'autorité de mettre fin à l'abus de position dominante d'Apple. Nous avons assorti cette saisie d'une demande de mesures conservatoires visant à bloquer les mesures qu'Apple compte mettre en œuvre s'agissant de l'IDFA. Et il est très important de noter que notre saisine n'est pas une saisine contre la protection de la vie privée, que du contraire. En fait, nous souhaitons qu'Apple agisse en conformité avec le RGPD. Apple s'érige, comme vous l'avez souligné, en régulateur privé et ce faisant, en fait, adopter des solutions qui sont certes bonnes pour Apple, mais nuisent très fortement à l'écosystème de la publicité numérique. Ce que nous demandons, en fait, c'est un dialogue qui permettrait de trouver une solution qui, à la fois, permettrait de protéger la vie privée, dans laquelle les associations croient évidemment beaucoup, mais en même temps ne nuirait pas à l'écosystème de publicité numérique. Donc, en effet, Apple s'érige en régulateur privé. C'est un processus très dangereux, c'est un processus qui est finalement non démocratique et nous demandons à l'autorité d'intervenir pour renouer un dialogue qui nous permettrait d'obtenir une solution équilibrée. Damien, quel est le risque pour les acteurs du marché si Apple met en œuvre ce qu'il prévoit de mettre en œuvre? Ce que vous avez dit, c'est problématique. En quoi c'est problématique pour être très, très concret? Et pourquoi ça avantagerait Apple en fait? Pour être très concret, en fait, Apple a décidé que lorsqu'un utilisateur souhaitera utiliser une application, il y aura un pop-up avec un langage très inquiétant. Il est prouvé que la plupart des utilisateurs décideront de ne pas donner l'autorisation à l'application de les tracer ou de les traquer. Dans cette hypothèse, il deviendra extrêmement difficile pour ces applications de faire de la publicité ciblée et dans un certain cas, ça aura un impact aussi sur le mesurage et l'attribution et donc, ça mettra vraiment l'écosystème de la publicité numérique dans une position extrêmement difficile. En fait, beaucoup de ces applications et des acteurs du secteur devront piloter à vue. Donc voilà, c'est ça le danger. C'est un danger extrêmement sérieux. Concrètement, ça pourrait aussi impliquer que, par exemple, des éditeurs de nouvelles voient leurs revenus de publicité numérique diminuer très fortement, alors que ce secteur est déjà dans une position délicate. Donc, il y aura des impacts très concrets. Ah non, on va passer à vous parce que vous avez écrit dans un de vos rapports que certaines plateformes que vous citez pas disposent d'un pouvoir de marché qui peut être qualifié de structurant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ce pouvoir de marché structurant et déjà, est-ce qu'il pose problème?
Alors effectivement, le pouvoir de marché structurant, c'est la faculté qu'ont certains acteurs du numérique, par des décisions unilatérales, comme celle d'Apple dont on discute aujourd'hui, mais celle annoncée par Google aussi pour 2022, de barrer l'entrée de concurrents. Or, si on s'intéresse à la publicité numérique, on voit que fondamentalement, le modèle d'Internet, c'est un modèle du gratuit. Et donc, si les plateformes barrent l'entrée à l'accès à la ressource publicitaire pour des acteurs qui veulent entrer sur le marché et se procurer ainsi des revenus, ben en fait, contrairement à ce qu'elles disent, ça bloque l'innovation et ça empêche des nouveaux acteurs d'arriver sur le marché. Donc, dans ce rapport, ce que nous préconisons, c'est que actuellement, comment est-ce qu'on règle ces problèmes? Eh bien, Damien vient d'en parler, en ayant recours à des plaintes auprès des autorités de concurrence. C'est évidemment comme ça qu'il faut procéder, mais il faut probablement doter aussi les autorités de concurrence de la possibilité de faire respecter en amont un certain nombre de comportements vertueux par les plateformes. Par exemple, dans le cas d'Apple ou de Google, on pourrait imaginer que les plateformes amènent aux autorités de concurrence leurs projets de changement dans la collecte et le traitement des données. Tout changement technologique dans les algorithmes, dans la manière de recueillir les données, pourrait faire l'objet d'une étude d'impact qui serait discutée par la profession, par les concurrents, et qui, en cas de désaccord, serait arbitrée par les autorités de concurrence. Et donc, on peut évidemment souhaiter que tout changement technologique qui a un pouvoir, parce que c'est ça le pouvoir des plateformes structurantes, c'est le fait par une décision unilatérale de pouvoir changer complètement la configuration d'un marché. C'est le cas d'Apple, c'est le cas de Google. Mais est-ce que ça ne pourrait pas retarder l'innovation? Parce que si chaque fois que quelqu'un a une idée chez Apple ou chez Google, il doit aller faire un dossier et en parler, ça peut retarder Alors l'innovation. évidemment, tout ça doit être le fruit d'un arbitrage entre la nécessaire préservation de l'innovation, et on sait bien que ces plateformes sont aussi très innovantes. Il n'est absolument pas question de dénier cette caractéristique, mais comme je viens de le dire, ces plateformes ont aussi la possibilité de bloquer l'arrivée de nouvelles innovations sur le marché en bloquant l'accès à la ressource publicitaire. Et ça, c'est aussi un frein à l'innovation. Parce que pour prendre un exemple, pendant le confinement, Google, en quelques heures, a mis à disposition de tous les internautes la plateforme Google Meet pour faire des visioconférences. S'ils avaient dû aller voir l'autorité de la concurrence pour aller montrer le projet, on n'aurait pas vécu le même confinement. D'accord, mais on peut observer qu'au moment du confinement, il y a justement des tas de solutions concurrentes qui ont été accessibles sur le marché. Et ce qu'on aimerait, c'est que ce soit plus souvent comme ça. C'est-à-dire que des innovateurs puissent arriver, proposer des solutions nouvelles, que les consommateurs ou les internautes puissent les tester et finalement choisir comme sur un marché concurrentiel, c'est-à-dire sur la base des mérites, comme on dit, des différents opérateurs. Et si on mettait en œuvre ce que vous proposez, est-ce que ça empêcherait concrètement, par exemple, Apple de mettre en place la nouvelle pop-up qu'il veut Mais mettre ça en place? pourrait tout à fait. Parce que si Apple venait voir une autorité de concurrence avec ce projet de changement technologique et que les concurrents pouvaient y réagir, et il pourrait y avoir un débat contradictoire. Il ne s'agit pas d'imposer sans débat contradictoire des comportements. Je crois qu'il faut se méfier de la volonté aussi de mettre en coupe réglée les opérateurs et surtout pas donner à un régulateur qui n'a pas les compétences techniques la faculté de dicter les comportements d'une manière très étroite. Mais après tout, ces opérateurs ont des concurrents. Les concurrents sont tout à fait capables de produire des arguments démontrant ou pas l'existence de comportements anticoncurrentiels. Et c'est ça qu'il faudrait mettre sur la place publique, finalement. Tonsen, vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Vous êtes CEO de l'IAB Europe. Est-ce qu'il faut, selon vous, une nouvelle loi pour réguler la tech? Merci pour la question, merci pour l'opportunité d'être avec vous et malheureusement pas sur place, mais quand même. Je crois que c'est une question très, très large. Il me semble que la DSA, le Digital Services Act, dont on parle déjà depuis 2 ans et il n'y a même pas de proposition de loi encore, est devenue une sorte de pain surprise dans lequel tout le monde peut imaginer de trouver son bonheur. On peut régler plein de problèmes qui jusqu'ici n'ont pas pu être réglés par la politique de la concurrence ou la loi sur la privacité, la protection des données. Et je crois qu'il y a certainement des problèmes qui peuvent bien être traités par une proposition, une loi pareille, ou un package pareil,
mais ce n'est certainement pas le cas pour tout. Et il faut surtout tenir compte de ce qu'on a déjà et penser à appliquer ce qu'on a déjà. Et je crois qu'il y a même dans le mix des problèmes, c'est comme s'il y a des problèmes réels et des problèmes quasiment imaginaires. Je suis pour moi-même personnellement pour IAB Europe intéressée évidemment par la situation de la publicité numérique et tout le débat sur la transparence. Nous sommes pour la transparence, nous sommes hyper investis dans différents outils et l'application des lois dans la transparence, je vous en parle tout à l'heure. Mais en ce qui concerne la publicité numérique, je pense qu'on ne peut pas dire de façon correcte et franche qu'il y a un problème de transparence. Il y a un rapport qui a été adopté récemment par le Parlement européen et je vais citer ma petite traduction de l'anglais vers le français. Dans ce rapport, le Parlement dit qu'il faut réfléchir à réglementer la pub ciblée et puis éventuellement la supprimer. C'est étonnant parce que la publicité ciblée, comme toute la publicité numérique, est déjà très bien réglementée, est déjà lourdement réglementée. On a dans le RGPD, si c'est comme ça que ça se dit en français, la loi la plus sophistiquée de tout le monde. C'est une législation avec le e-Privacy Directive qui est assez lourde, assez prescriptif et qui donne une protection aux citoyens de l'Union européenne que les gens n'ont pas ailleurs, qui dit qu'il faut à toute société qui traite les données personnelles doit communiquer aux consommateurs quelles données personnelles vont être traitées, pour quel but, par qui, où est-ce qu'on peut trouver la personne qui traite nos données. On doit pouvoir mettre fin ou ne pas donner son consentement au début. Il y a toute une gamme et surtout sur la transparence, il y a entre une quinzaine et une vingtaine de points d'information qui doivent être, de données qui doivent être données aux consommateurs. Donc, c'est difficile de dire qu'il y a un vrai manque de transparence. Et je crois que surtout, avant de penser à autre chose, il faut appliquer la loi qui existe. Je pense qu'il y a un petit problème d'application dans la loi, dans certains domaines. Je peux dire pour la privacy, la protection des données, c'est encore tôt, peut-être le RGPD est en force, en application seulement depuis 2 ans, bien qu'il a été adopté il y a 4 ans. Mais dans certains États membres, ce n'est pas le cas du tout en France, où vous avez la CNIL qui est très, très active, extrêmement compétente et tout. Mais il y a un petit manque d'application qui fait que les mauvais acteurs qui existent, évidemment, les mauvais acteurs ne sont pas forcément punis. Et ça laisse la possibilité d'une sorte de narrative persistant, comme quoi c'est tout le secteur qui est pourri. Et ça a des effets néfastes vraiment importants pour notre industrie et pour les médias que Nicolas a évoqué dans son discours d'introduction. Alors, Townsend, je vais me permettre de vous couper parce que je vais relancer justement Anne sur ce que vous venez de dire. Anne, quand Townsend nous dit qu'il y a déjà beaucoup de lois, est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas dans le syndrome européen, mais aussi très franco-français, de chaque fois qu'on a un problème, on fait une nouvelle loi, mais finalement, on n'applique pas les 25 lois qui précèdent. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on n'a pas déjà tout l'arsenal qu'il faut pour punir les acteurs qui ne respectent pas les lois européennes? Alors là, vous observerez que le débat n'est pas franco-français, puisque les instances européennes elles-mêmes se préoccupent de mettre en œuvre de nouvelles directives, DSA, DMA, Digital Market Act, et de donner aux autorités de concurrence européennes des outils plus forts pour pouvoir prendre la mesure de ces problèmes. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'angle d'attaque, c'est le droit de la concurrence, qui est un droit qui agit ex post, c'est-à-dire une fois que des pratiques
potentiellement anticoncurrentielles ont été mises en œuvre. Dans le domaine du numérique, le gros problème qu'on a, c'est que le temps que les autorités de concurrence aillent au bout de leurs analyses, et c'est normal que ce soit complexe, parce qu'il y a beaucoup de données à analyser, des comportements assez difficiles à appréhender, donc c'est normal que ce processus soit complexe. Mais le temps que les autorités de concurrence aillent au bout de leur analyse, souvent les concurrents sont morts. Ça a été par exemple le cas de Google Shopping. Dans l'affaire Google Shopping, tous les comparateurs de prix qui ont été victimes des pratiques de Google sont sortis du marché. Ils ne sont jamais rentrés Alors, depuis. on va en reparler avec Arnaud, puisque Arnaud est à la tête de la fondation et du think tank New Deal, et en fait, dans lequel figure Olivier Sichel, qui a été le patron justement d'un comparateur de prix. Alors Arnaud, pour vous, est-ce qu'il faut une loi de plus, ou qu'est-ce que vous proposez à la tête de ce think tank pour réguler justement les pratiques des plateformes? Alors, plusieurs choses. On fait des publications régulières, notamment, on a fait une publication, on a été un des premiers au mois de mars avec Lisa Belloulou, qui est juriste au Conseil d'État, sur le Digital Services Act. On a fait plusieurs propositions qui, a priori, devraient figurer dans ce qui va être présenté le 9 décembre, mais certaines autres propositions n'y sont pas. Globalement, on a une approche qui est très pragmatique. Donc, comme vous venez de le dire, Olivier Sichel a créé le think tank, en fait, lorsqu'il a attaqué, entre guillemets, Google Shopping pour abus de position dominante. Ça a été 4000 jours de lobbying pour obtenir cette fameuse amende de 2,5 milliards qui a été obtenue par Margrethe Vestager. Donc c'est ce genre d'action. Puis après, c'est travailler plus spécifiquement sur la régulation, c'est-à-dire attaquer les enjeux d'abus de position dominante. Donc le DSA, justement, c'est intéressant parce que si on revient sur la thématique de la table ronde, DSA aborde deux sujets qui sont structurants. Le premier, c'est une dimension plus démocratique, on va dire, qui est la régulation des contenus. Un deuxième sujet qui vient d'être abordé par Anne, qui est la dimension plus économique sur la dimension concurrentielle. Sur le premier volet, il semblerait que le DSA aille moins loin que sur le deuxième volet concurrentiel, pour des raisons qui s'expliquent assez naturelles. C'est qu'il est plus facile de se mettre d'accord à 27 ou 28, je ne sais même plus combien on est maintenant. Il est plus facile de se mettre d'accord à 27 ou 28 sur la définition de ce qu'est la liberté de concurrence que la liberté d'expression. Donc, on l'a bien vu récemment, malheureusement, avec les attentats et les débats qu'on a eus sur les caricatures de Mahomet. On voit bien qu'en Europe, on n'a pas la même définition de ce qu'est la liberté d'expression. Donc, du coup, la régulation, vous allez voir, a priori, elle sera un peu plus décevante qu'elle est sur la liberté de concurrence. Donc, si on va au bout du raisonnement, on peut avoir des grands débats qui sont sur, évidemment, le démantèlement, sur une régulation plus spécifique, ce qui est plutôt notre positionnement. C'est-à-dire, si je devais le résumer, la vision cible, si on devait vraiment avoir un Graal, ce serait la position de Joël Toledano. Je vous invite à lire son livre sur les GAFA qui vient de paraître, qui est en fait le prolongement d'une note qu'elle a publiée chez nous au think tank Digital New Deal, où en fait son positionnement, et ça va intéresser le monde de la tech, c'est de se dire attaquons les GAFA sur leur business model. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut avoir une régulation hyper spécifique sur eux. Si on veut taper très fort sur eux, en fait, il faut taper sur mesure. Et il n'y a rien de plus différent que Google et Amazon. Donc, avoir une régulation transversale des big techs, ça n'a pas de sens. Et quand on y va par filière, ça n'a pas non plus beaucoup de sens. Il n'y a rien de plus différent aussi que Amazon et Carrefour ou Leclerc. Donc, il faudrait pouvoir, le droit ne le permet pas aujourd'hui, mais c'est un objectif, il faudrait pouvoir réguler spécifiquement sur ces plateformes pour attaquer leur business model. Damien, on va revenir avec vous à Bruxelles. Vous dites souvent que le seul remède, c'est le droit, mais comme le disait Anne, le droit, il met un certain temps à s'appliquer. Et donc, quand il met 10 ans, c'est souvent un peu trop tard. Comment est-ce que vous voyez les choses entre cette régulation ex-ante dont parlait Anne, ce dont parlait Arnaud? Comment trouver le juste milieu sans détruire l'innovation? Tout à fait, merci pour cette question. Tout d'abord, en tant que juriste, je voudrais clarifier 2 ou 3 points qui ont été évoqués par les autres intervenants. Je pense qu'il faut bien distinguer différentes choses. D'un côté, nous avons en Europe la réglementation la plus sophistiquée en matière de protection des données, à savoir le RGPD. C'est une loi qui est en place. Sa mise en œuvre
crée certains problèmes, mais elle est là. En revanche, ce qui nous manque, c'est un instrument qui permet en effet de contrôler de manière ex ante, c'est-à-dire avant que le crime ne soit commis, si je puis dire, l'activité des grandes plateformes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le Digital Market Act. Il y a aussi, ça a été évoqué par Arnaud, le DSA qui, lui, s'occupera plutôt des aspects contenus. Bon. Pourquoi est-ce que cette législation, ce DMA est très important? Parce qu'en effet, les règles de concurrence demandent quand même, leur application demande une analyse très poussée qui prend souvent plusieurs années. Et dans le domaine numérique, plusieurs années, c'est évidemment trop lent. Pourquoi? Parce qu'au moment où la décision interviendra, souvent le marché aura déjà souffert de manière très importante de la pratique anticoncurrentielle. Je dois dire cependant que on peut déjà utiliser des mesures plus rapides. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que nous avons fait une demande de mesures conservatoires. Ça nous permet d'obtenir un résultat en déant une période peut-être entre 3 et 6 mois. Donc, il y a déjà des outils qui sont disponibles. Et d'ailleurs, je souligne ici le fait que l'autorité de la concurrence française est une autorité très proactive, qu'elle travaille rapidement, qu'elle fait un travail de qualité. Donc, nous avons beaucoup d'espoir dans notre action. Mais je pense que plus généralement, il faut en effet une réglementation qui, pour utiliser les termes d'un fonctionnaire français qui négocie le DMA à Bruxelles, il faut pouvoir les marquer à la culotte. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, il faudra permettre en effet de suivre de manière très spécifique ce que ces plateformes font, de manière à éviter qu'elles n'abusent de leur position dominante. C'est à mon avis une législation critique. Je suis d'ailleurs très satisfait de la position du gouvernement français qui souhaite que cette législation soit forte, qu'elle impose des normes strictes, qu'elle soit mise en œuvre de manière efficace. Et donc, en effet, cette législation, ce DMA, à mon avis, a beaucoup d'importance et j'espère que les propositions qui seront publiées le 9 décembre par la Commission ne nous décevront pas. Tonsen, on va essayer de conclure avec vous. Il vous reste à peu près 2 minutes 30 pour conclure, pour réagir à ce qui a été dit. Est-ce que pour vous, une régulation ex ante, c'est quelque chose qui est envisageable et qui ne risque pas de poser problème pour l'innovation? Ou comment est-ce que vous voyez ce qui peut être fait en termes de régulation aujourd'hui? Alors, Tonsen va remettre. J'aurais pas besoin des 2 minutes et demie. Évidemment, mon focus à moi est un peu plus étroit. Je crois que dans le domaine de la privacité et de la protection des données, c'est absolument pas nécessaire. Je peux pas me prononcer pour le reste. Je suis un petit peu sceptique au niveau déjà évoqué par un des collègues à propos de la capacité des bureaucrates, des gouvernements de ne pas empêcher l'innovation. Je vois mal l'idée de la consultation que le professeur Perrault a évoqué, intéressant, mais ce serait difficile à imaginer qu'on peut vraiment mettre un truc pareil en marche. Pourquoi c'est difficile à imaginer? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Juste au niveau timing et complexité, j'aurais du mal à imaginer que ça n'empêcherait pas, que ça n'introduirait pas du retard et que ce ne serait pas un empêchement à l'innovation. Mais ça, c'est sûr, en partie des sujets qui sont hors de mon domaine, notre domaine à IAB Europe. Je laisse une minute à quelqu'un d'autre. Arnaud, pour conclure, vous, quels sont ce que vous attendez des 2 années qui viennent et du DSA en 1 minute 12? Oui, je pense qu'il y aura un avant et un après DSA, c'est-à-dire qu'il y a 2 sujets quand vous posez la question de nos travaux. On se bat contre l'abus de droit de ces grandes plateformes sur, par exemple, la fiscalité qui contourne l'impôt, et sur les dimensions de régulation dont on parle aujourd'hui, on pourrait parler d'abus de non-droit, en fait, et ça c'est notre responsabilité, c'est qu'il n'y a pas le cadre qu'il faut. Quand on parle de DSA, DMA, c'est qu'en fait on remplace une loi, un règlement qui a 20 ans, à l'époque où les GAFA n'existaient pas, à peu près. Amazon devait vendre 100 livres par jour à cette époque.
Je pense que ça va emmener des opportunités pour le marché et ça va apporter de la normalité. Et je ne pense pas que ça va freiner l'innovation. Je pense qu'il faut qu'en fait, le but, c'est pas de freiner l'innovation, mais c'est que cette innovation se fasse en respectant les valeurs et en respectant les droits de la concurrence. Ce serait déjà beaucoup. Anne, pour conclure. Oui, alors l'un des sujets qui a été beaucoup débattu pendant les primaires démocrates aux États-Unis, notamment sous l'impulsion d'Elizabeth Warren, c'est faut-il démanteler les GAFA? Puisque finalement, le constat, c'est qu'on n'arrive pas à venir à bout de leur pouvoir de marché avec les outils traditionnels. Alors, sur cette question-là, peut-être juste un mot pour dire qu'il faut être quand même très précautionneux avec ce genre d'outils un peu Big Bang, parce qu'on s'expose évidemment à des pertes d'efficacité très grandes, si on démantèle n'importe comment. Et puis en plus, il n'est pas tout à fait certain que ce soit la solution aux problèmes qui ont été identifiés et débattus ici. En revanche, garder cette possibilité qui existe en droit de la concurrence sous la main au cas où rien finalement ne permettrait de venir à bout du pouvoir de marché des grandes plateformes, pourquoi pas, comme outil vraiment de dernier recours. Eh bien, merci à tous pour ce débat. Je vous propose maintenant de faire un tour au labo, puisque nous allons partir à l'IAB Tech Lab, puisque c'est là que se construit la pub de demain, et son président, Denis Buchheim, répond aux questions de Nicolas James, le journaliste AdTech du JDN.